Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, je le rappelle, directeur de l'unité d'épidémiologie à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et membre du conseil scientifique. Professeur Fontanet, avant de faire le point sur l'épidémie qui s'étend malheureusement sur les restrictions prises ou à prendre, sur la vaccination, je voudrais savoir ce que vous savez du variant breton. C'est un mystère. 79 cas positifs à l'hôpital de Lannion, c'est bien cela. Je crois qu'il y a eu 8 patients qui sont décédés. Alors, est-ce que ce variant est plus dangereux? Est-ce qu'il est plus difficile à détecter, oui ou non? Alors, la vraie difficulté associée à ce variant, c'est qu'effectivement, il est plus difficile à détecter dans ce qu'on appelle la sphère oropharyngée. Donc, quand vous faites ce test avec un tube dans le nez, le prélèvement nasopharyngé, il peut revenir négatif alors que vous êtes infecté. Vous avez probablement des concentrations très faibles dans le nez et la maladie peut se révéler quand le virus présent dans les poumons entraîne une pneumopathie. Alors pour l'instant, il y a eu, à ma connaissance, 9 cas effectivement confirmés par séquençage. En revanche, il y a un cluster plus large autour dont on suspecte fortement qu'il est lié à ce même variant breton. Comme il est difficile à détecter, peut-être que l'ampleur est un peu plus importante. C'est vraiment tout l'enjeu des enquêtes qui ont lieu en cours. Plus difficile à détecter, c'est clair. Plus dangereux ou pas? Il n'y a pas d'élément pour l'instant qui laisse supposer qu'il soit plus dangereux. Les vaccins vont-ils rester efficaces face à tous ces variants? Parce que on parle du variant breton, mais variant anglais, variant sud-africain, variant brésilien. En se multipliant, le virus mute, c'est classique. Il y aurait 4000 variants, autour de 4000 variants détectés dans le monde. C'est bien cela, Arnaud Fontanet. Alors le chiffre de 4000, je ne saurais pas vous le confirmer. Moi, j'ai vu ça dans toutes les études, dans toutes les revues scientifiques. Mais ce que je peux vous dire, des variants qui ont une importance, on en a connu un au début de l'épidémie en février 2020. C'était le variant qui finalement est arrivé après le virus issu de Chine et qui a envahi toute l'Europe et le monde entier et qui a été responsable de la première et de la deuxième vague. Puis il y a eu le variant anglais qui est arrivé, ça c'est le deuxième variant d'importance. Ça c'était début septembre en Angleterre et depuis il est sur l'Europe. Et il y a eu le variant sud-africain et le variant brésilien qui sont apparus dans des contextes différents de pays où il y avait déjà une circulation très intense des virus au point que beaucoup des personnes dans la population étaient déjà infectées. Et ça ce sont des variants d'échappement immunitaire avec des mutations qui les rendent capables d'échapper à la protection de vos anticorps. Donc voilà les variants qui sont aujourd'hui importants. Ce qu'il faut retenir par rapport au vaccin, puisque c'était votre question, sur le variant anglais, les vaccins actuels sont efficaces sur le variant anglais. En revanche, sur le variant sud-africain et sur le variant brésilien, on pense que l'efficacité sera diminuée. Ce qui est important néanmoins, c'est que pour l'instant, les informations qu'on a par rapport aux formes graves sont que ces vaccins restent efficaces contre les formes graves de la maladie. C'est ce qui vous amène à être hospitalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau virus, comme le dit Angela Merkel? Alors, ça reste, non, un virus SARS-CoV-2. La question est que le variant anglais, par exemple, a complètement changé la donne, puisqu'il y a 6 semaines, j'étais ici, et même peut-être avant, et qu'on en discutait ensemble. Et il était clair qu'avec cette transmissibilité accrue du variant anglais, et ce qu'on sait aujourd'hui maintenant, sa létalité accrue, c'est-à-dire que si vous êtes infecté par ce variant anglais, vous avez 60% de risque de mourir de plus comparé au virus historique. Avec ces deux caractéristiques, effectivement, on a une nouvelle épidémie qui est née. Alors Arnaud Fontanet, il y a une autre information qui circule. Je ne sais pas si vous avez des précisions. Un homme de 24 ans serait décédé à Nantes, 24 ans, thrombose. Il aurait reçu une dose d'AstraZeneca il y a quelques jours, une dizaine de jours, je crois. Est-ce que vous avez des informations à ce propos? Alors, j'ai pas plus d'informations. C'est effectivement une information que j'ai eue moi-même hier. Oui. Ce que l'on retrouve ici, finalement, avec le vaccin AstraZeneca, c'est chez des sujets de moins de 50 ans, depuis que ce vaccin a été déployé, on a noté à l'échelle de l'Europe un certain nombre d'accidents qui étaient de deux natures. Le premier, c'était ce qu'on appelle typiquement des thrombophlébite, plutôt, vous voyez, la jambe par exemple, qui peuvent donner des embolies pulmonaires. Les analyses qui ont été faites jusqu'à présent montrent que la survenue de ce type de thrombophlébite n'est pas plus fréquente après le vaccin AstraZeneca qu'on le verrait dans une population du même âge, parce que ce sont des accidents relativement courants. En revanche, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle des thrombophlébite cérébrales qui s'accompagnent de troubles de la coagulation.
Ça reste rare. On est sur une vingtaine de cas sur l'Europe pour 20 millions de personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Néanmoins, c'est survenu majoritairement chez des femmes et chez des gens de moins de 50 ans, ce qui fait que la recommandation aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé est de donner le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 55 ans 55. Pour éviter ce type d'accident. Pas d'AstraZeneca aux moins de 55 ans. Alors je sais que ça peut paraître compliqué parce qu'on avait dit jusqu'à présent qu'il fallait le donner plutôt chez des sujets. Ça n'encourage pas, ça n'encourage pas les Français qui ont des doutes sur AstraZeneca. Alors je pense qu'il faut. Oui. Ce que je voulais dire. Très vite, Arnaud Fontanet. C'est que par rapport à l'idée au début de dire donnons le vaccin AstraZeneca plutôt à des sujets de moins de 65 ans, c'est qu'on n'avait pas de données issues des essais cliniques pour dire s'il était efficace ou non chez les plus de 65 ans. Depuis, les Anglais ont massivement utilisé le vaccin d'AstraZeneca chez les plus de 65 ans. 11 millions de personnes ont été vaccinées. Et on s'est rendu compte que 15 jours après la première dose, on avait déjà une protection de plus de 85% contre les formes graves. Dedans, avec les miens, dehors, en citoyen. C'est le nouveau slogan du gouvernement. Alors j'aimerais comprendre, il y a un an, le gouvernement, les scientifiques, vous nous disiez tous qu'il fallait se confiner, qu'il fallait s'enfermer, qu'il ne fallait pas sortir dans la rue, qu'il ne fallait pas se déplacer. Un an plus tard, alors que l'épidémie revient, parce que nous sommes presque dans la situation d'il y a un an, presque, vous nous dites quoi? Vous nous dites sortez, aérez-vous, ne restez pas confinés. J'aimerais comprendre. Expliquez-nous, professeur Arnaud Fontanet, parce que les Français comprennent mal. Alors, les connaissances dont on dispose aujourd'hui sur ce nouveau coronavirus nous font comprendre qu'effectivement, les modes de transmission restent ceux que l'on avait déjà évoqués, avec les postillons qui peuvent contaminer des surfaces, vous lavez les mains, etc., mais aussi beaucoup les aérosols, qui sont des particules extrêmement fines, que vous émettez quand vous parlez, et surtout quand vous chantez et criez, qui restent en suspension dans l'air et qui peuvent transmettre le virus, ce qui explique qu'on a détecté beaucoup de ce qu'on appelle des clusters, des foyers de patients, générés par des personnes qui s'étaient retrouvées en milieu clos, sans aération, et qui étaient restées ensemble dans la même pièce et sans masque. Là, l'idée générale finalement de cette nouvelle campagne que propose le gouvernement, c'est de dire vous pouvez sortir, beaucoup moins de risques de vous infecter, respectez quand même les gestes barrières, une distance physique de 2 mètres. À condition de ne pas se regrouper. Ne faites pas des regroupements. Et ce qui risque de se passer parce qu'il va faire 20 degrés le week-end prochain. Alors là, il faut garder quand même son bon sens. À moins de 2 mètres, vous avez quand même un risque d'inhaler les aérosols de la personne qui est avec vous. Et si elle est infectée, vous pourriez être infecté vous-même. Dès lors, faites attention avec les regroupements, respectez la distance physique, portez votre masque, mais si vous deviez voir des personnes, parce qu'on a tous besoin de voir des personnes, faire une promenade un peu à distance avec ces personnes en profitant du beau temps, c'est une très bonne idée. Surtout, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est ne ramenez pas des gens qui ne sont pas de votre foyer chez vous, parce que c'est chez vous, en milieu intérieur, surtout fenêtre fermée, que les transmissions auront lieu. 16 départements concernés par les mesures de restriction. D'autres vont être concernés. Arnaud Fontanet. Pas de doute, parce que je vois vous demandez à ce que l'on applique les mêmes mesures dans d'autres départements. Alors, l'idée générale, vous savez que le Conseil scientifique vient d'émettre un avis qui est maintenant disponible en ligne sur le site du ministère de la Santé. Notre idée pour nous, c'est vraiment d'agir dans l'anticipation. Et l'important, c'est qu'il ne faut pas justement opposer la santé et l'économie, parce que si on est dans l'anticipation, on peut préserver les deux. Quand je regarde la situation sur le territoire français aujourd'hui, il y a 3 régions dans un état critique, qui sont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Île-de-France et Hauts-de-France. Là, des mesures fortes doivent être prises, elles ont été prises. Elles reposent beaucoup sur l'adhésion des personnes. Si les personnes suivent les recommandations, ça peut marcher. Si elles ne les suivent pas, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Mais surtout, moi, ce qui me paraît très important, c'est que ces mesures qui jusqu'à présent n'avaient pas été proposées, elles seraient très pertinentes dans des régions qui, aujourd'hui, sont encore dans un état à peu près maîtrisé, mais qui, d'ici 3 à 4 semaines, avec la progression du variant anglais, alors qu'elles sont déjà à 75% de saturation des lits de réanimation, vont se retrouver dans une situation critique. Faut-il aujourd'hui prendre ces mesures dans d'autres départements? En tout cas, le Conseil scientifique, je vous pose la question. Le Conseil scientifique, dans son avis, recommande effectivement, en anticipation, de tester surtout ces mesures pour voir si elles sont efficaces, parce que ça permettra, si dans 3 semaines on se rend compte qu'elles ne sont pas efficaces, de les renforcer. Donc, peut-être. Ça veut dire étendre ces mesures.
peut-être en allégeant ces mesures pour les commerces, parce que c'est là où elles sont le plus pénalisantes. Mais si on a un peu de temps, si on n'est pas encore au moment où on est dans une saturation des lits de réanimation, c'est le moment justement de les tester pour voir si elles marchent, si les gens comprennent bien. Les tester, ça veut dire étendre ces mesures à d'autres départements. En tout cas, c'est une recommandation du Conseil scientifique et le gouvernement qui prend en compte tous les autres facteurs économiques, sociétaux, etc., décidera. Oui. Vous avez raison de poser la question des commerces parce que certains ne comprennent pas pourquoi on peut acheter une voiture et pas un frigo. Par exemple, Arnaud Fontanet, j'ai des questions claires. Soyons honnêtes avec toutes celles et ceux qui nous regardent. Ces mesures vont durer jusqu'à l'été, au moins jusqu'au mois de mai. Jusqu'au moment où la vaccination produira ses premiers effets, franchement. Alors, effectivement, on attend avec les commandes qui ont déjà été engagées pour ces différents vaccins. On s'attend à ce que, au mois de mai, on ait réduit à peu près de 50% les hospitalisations. Ça veut dire qu'on va garder les mesures que nous avons là, mesures qui nous sont imposées jusqu'au mois de mai. Ça veut dire qu'on réduit de 50%. Si vous avez une épidémie qui s'emballe, réduire de 50%, ça ne vous amène pas très loin. Exactement. Si, en revanche, vous arrivez à maintenir et à contenir la circulation du virus, réduire de 50%, ça soulage très largement les hôpitaux. Avant l'été, pas d'ouverture de bars, restaurants, salles de spectacle et stades. Pas de lieu de regroupement. Alors, il faudra voir de façon un peu différenciée, dans des régions moins touchées, par exemple. Je prends la façade atlantique. Si vous prenez des régions comme Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, elles ont, depuis le début de cette épidémie, toujours mieux résisté. On a 5 à 10% des personnes qui ont été infectées dans ces régions, contre 30% par exemple en Île-de-France. Donc dans des régions qui, entre guillemets, historiquement, ont mieux résisté, qu'elles bénéficient de facteurs climatiques, d'une densité populationnelle moins importante, de comportements différents, je ne sais pas, peut-être de la façade atlantique qui les protège de l'arrivée du virus de l'Ouest. Peut-être que là, effectivement, on pourrait envisager des allègements d'ici l'été. Ailleurs, ce sera vraiment fonction du contrôle de la circulation du virus. Mais diminuer de 50%, c'est très bien. Mais ça n'autorise pas tout. Si vous avez une épidémie qui s'est envolée entre-temps... Ce sera fermé jusqu'à l'été, ou au moins jusqu'au mois de mai-juin, si je vous comprends bien. Il faut s'attendre à ça. Arnaud Fontanet, pourquoi ? Parce que si ça continue sur le rythme que nous connaissons depuis quelques jours, nous allons atteindre des taux d'occupation dans les hôpitaux, et notamment dans les services de réanimation, que nous avons connus au printemps dernier. Actuellement, on est proche de 100% dans les régions les plus touchées. Les mêmes chiffres. Alors, en mars dernier, on avait beaucoup agrandi la capacité d'accueil des patients en réanimation. Bon, moi-même, d'un point de vue sanitaire, je ne pense pas que rajouter des lits de réanimation est la solution à la crise que nous vivons, parce que d'abord, c'est une solution de très court terme, avec un virus qui est 60% plus transmissible, vous gagnez peu de temps en élargissant. Puis d'un point de vue sanitaire, ça représente une morbimortalité importante en population, et les soignants n'en peuvent plus. Arnaud Fontanet, nous allons atteindre, franchement, soyons francs, est-ce qu'au rythme actuel, nous allons atteindre les taux que nous avons connus il y a un an? Alors, j'espère qu'on n'est quand même pas sur les mêmes temps de doublement. Est-ce qu'on est sur les mêmes? Non, on n'est pas rythme. On n'est pas du tout sur les mêmes rythmes de doublement. Avec un R de 3, on doublait tous les 3-4 jours. Maintenant, on double plutôt tous les 20 jours. Mais, alors après, dans certaines régions, ça peut aller plus vite. Ça peut aller de plus en plus vite avec, effectivement, le variant anglais qui va devenir présent. Il va être à 90% fin mars, 100% en avril. Et ce que j'espère, c'est que quand même tout ce qu'on a appris sur ce virus et sur les façons de se protéger nous permettront de ne pas retourner à des situations comme celles que vous décrivez. D'ailleurs, l'Allemagne s'inquiète réellement. J'ai écouté le discours d'Angela Merkel. Elle s'inquiète réellement. Prolongation des restrictions et même verrouillage renforcé pendant tout le week-end de Pâques du 1er au 5 avril. Je voudrais parler de l'école. Vous dites c'est le talon d'Achille assumé du dispositif actuel. C'est ce que vous avez dit dans le journal du dimanche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le talon d'Achille? C'est-à-dire qu'on accepte d'avoir un talon d'Achille? Assumer est important aussi. Assumer. L'école, effectivement, est pour moi un des lieux qu'il faudrait fermer en dernier. C'est très important de garder les écoles ouvertes et donc je ferai tout ce qu'il est possible de faire avec mes connaissances d'épidémiologiste pour conseiller de façon à garder les écoles ouvertes. Alors, il faut bien comprendre d'abord
que la circulation du virus dans les écoles, elle reflète celle que vous avez en communauté. Si vous avez beaucoup de virus en communauté, vous en aurez beaucoup dans les écoles. Donc là, il faut prendre des mesures sanitaires très strictes et je sais que les écoles font leur maximum pour limiter la circulation du virus. Il reste nécessairement des lieux où le virus peut se transmettre parce que voilà, on est avec des enfants. À la sortie des écoles notamment, si vous regardez, les collégiens et les lycéens vont se regrouper naturellement par 4 ou 5 et puis ils vont faire tomber le masque, éventuellement fumer, etc. Là, il y a des risques. Donc il faut faire très attention par rapport à des regroupements à l'extérieur des écoles comme des lycées. Les moments de restauration, qui sont évidemment toujours le moment où vous enlevez votre masque. Et puis après, je pense que ce qui serait... Alors, ce qu'on sait aussi des études qu'on a faites, notamment l'étude Comcor, sur les lieux et circonstances de contamination, c'est que ce sont plus les collégiens et lycéens qui représentent un risque pour les adultes de leur foyer que les élèves plus jeunes. Alors, est-ce que vous demandez le dédoublement des classes au collège? Alors, le dédoublement des classes au lycée comme au collège est une première mesure qui, effectivement, permet de casser les chaînes de contamination. Alors, le gouvernement, une fois de plus, prend en compte toutes les difficultés que représente la fermeture, comme vous le diriez par exemple, ou alors vous le proposeriez par exemple de lycée, de collège, que ce soit une fermeture complète ou un dédoublement. En tout cas, moi, ce que je peux dire en tant que scientifique, c'est que les mesures à prendre en premier, c'est plutôt le collège et le lycée, parce que c'est eux qui ont plus tendance à ramener... Au collège, dédoublement des classes. Alors, dans les endroits où effectivement la circulation du virus devient critique, s'il faut serrer les vis, c'est avec le collège et le lycée qu'il faut y aller. Et ça peut finir malheureusement avec une fermeture temporaire, parce qu'il y a des endroits, quand on ne contient plus l'épidémie. En tout cas, les 3 pays qui ont affronté une épidémie du variant anglais, qui étaient le Royaume-Uni, l'Irlande et le Portugal, ne s'en sont sortis qu'avec une fermeture complète. Fermeture complète des collèges et lycées. Ils ont gardé en Angleterre les écoles ouvertes aux primaires pour les enfants défavorisés. Continue à s'accélérer, il faut fermer complètement les collèges et lycées. Alors là, c'est une mesure de dernier recours, mais effectivement, les autres pays, en tout cas, qui ont eu à affronter cette épidémie, ne sont pas sortis autrement. Maintenant, si on arrivait, en passant en alternance collège et lycée, avec les mesures sanitaires dont on a parlé, et en renforçant le dépistage, à garder les écoles ouvertes, ce serait très bien, parce qu'effectivement, les écoles sont le dernier endroit à fermer. Et le personnel scolaire doit-il maintenant être vacciné en priorité? Alors, pour l'instant, avec ce qu'on savait des vaccins qui protégeaient contre les formes graves de la maladie, sans qu'on ait d'informations sur est-ce que ça protège contre l'infection elle-même, il était logique de garder les vaccins pour les personnes les plus à risque de faire des formes graves. Heureusement, dans le personnel scolaire, il y en a moins qu'en population générale, parce que c'est des gens qui ont, d'une façon générale, moins de 60 ans. Il y a, évidemment, il faudrait que les personnes à risque dans le personnel scolaire qui ont des comorbidités ne s'exposent pas aux élèves. Ça, je pense que les mesures sont déjà prises. Après, quand on aura vacciné les plus à risque, on va évidemment réfléchir à élargir la vaccination plus largement, donc plus généralement dans la population. Priorité au personnel scolaire. Bon, ça, je pense qu'il y aura des choix à faire. Il y a beaucoup de personnels exposés. On l'a fait pour le personnel soignant. Pourquoi pas pour le personnel scolaire? Mais une fois de plus, on est sur des choix qui viendront quand on aura protégé les plus fragiles. Bien, attention, les scientifiques s'expriment de manière anarchique. Ce n'est pas votre cas. J'ai vu ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale. Alors, les scientifiques s'expriment, effectivement, sur les plateaux. Je trouve que le discours depuis quelques semaines, quand même, c'est pas mal recentré. C'est-à-dire qu'on a eu quand même, si je repense à la période, par exemple, de l'automne dernier, on avait quand même des avis sur les plateaux télévisés dont certains me laissaient franchement très perplexe. Ça arrive quand même de moins en moins souvent. Il y a eu maintenant un petit effet d'attrition. Mais ce qui est important, je pense qu'effectivement, c'est que les avis s'expriment. C'est tout à fait normal en tant que scientifique que nous ne soyons pas tous d'accord sur tout. Je demanderai aux médias, avec maintenant le recul que vous avez, d'inviter des personnes dont vous pensez qu'effectivement elles ont une contribution au débat, d'un point de vue rationnel et scientifique. Et je pense que vous êtes en mesure de faire ce choix, parce qu'il y a une responsabilité aussi de votre part de ne pas se laisser se répandre sur Arnaud les ondes. Fontanet, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Arnaud Fontanet, la vaccination, 35 vaccinodromes qui vont ouvrir on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les doses, on ne sait pas quand les doses vont arriver. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de date de l'ouverture de ces vaccinodromes. Vaccinodromes, armées, pompiers, il est temps d'ailleurs de s'y mettre. Il était temps de s'y mettre. Non, je crois que la grosse difficulté qu'on a rencontrée était celle de ne pas avoir suffisamment de vaccins. Et voilà, de ce que j'ai pu voir,
je pense qu'à partir du avril et surtout mai, on va vraiment se retrouver avec un arrivage donc de vaccins qui devrait nous permettre quand même d'élargir la campagne. Et là, il sera extrêmement important que, en tout cas en ce qui me concerne, de la recommandation que je pourrais faire, c'est qu'un maximum de personnes se fassent vacciner. On aura beaucoup de recul à ce moment-là sur les vaccins, à qui ils doivent être donnés, les bonnes indications. Bien sûr. C'est quand même notre porte de sortie. C'est la seule. Et Arnaud Fontanet, est-ce que c'est la seule? Et pour qu'elle ait un vrai impact. Pour qu'elle ait un vrai impact, est-ce que c'est la seule porte de sortie, le vaccin? Le vaccin, par rapport aux maladies infectieuses, a été toujours, depuis qu'on connaît les vaccins, la meilleure façon de contrôler leur dissémination. Simplement, avec un virus aussi contagieux que celui-là, notamment le variant anglais, il est encore plus nécessaire de vacciner très largement en population. Bien sûr. Et au-delà des personnes fragiles, ce sera l'ensemble de la population, et vraisemblablement y compris les enfants. Il y a actuellement des essais en cours pour s'assurer, et c'est la priorité, que les vaccins sont sûrs chez les enfants de 5 à 18 ans. Il y a même Moderna qui vient de démarrer un essai chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Et j'ai vu que les enfants de moins de 10 ans fabriquent plus d'anticorps que les adultes. Arnaud Fontanet, j'ai une dernière question. Faut-il reporter les élections départementales et régionales? Je pose la question aux scientifiques. Alors, le scientifique, c'est un sujet sur lequel on travaille. Le conseil scientifique a été saisi là-dessus. Pour nous, ce qui est très important, c'est de regarder aux différents moments possibles quel sera le niveau de circulation du virus. Donc on parle de mai-juin, on parle de septembre, on parle de peut-être plus tard. Pour nous, le plus dangereux, c'est la campagne électorale. Ce qui est vraiment dangereux, c'est les rassemblements qui ont lieu en amont, peut-être plus que le moment du scrutin qui peut être contrôlé. Et puis, évidemment, les célébrations post-scrutin. Donc, on est en train de faire une évaluation de ce que pourrait être, selon différents scénarios, la circulation du virus en mai-juin, puisqu'on inclut la campagne, et puis ensuite, plus tard. Et nous ferons donc, nous présenterons ces conclusions en disant donc à l'exécutif, voilà ce que nous pensons de ce que sera la circulation du virus à ces différents moments, et les moment de l'élection et de sa campagne qui nous paraissent les plus à risque par rapport à une reprise de l'épidémie. Merci Arnaud Fontanet d'être venu nous voir ce matin, 8h56 RMC et BFM TV.